Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis de 19h05 la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de chaque mardi soir. C'est un rendez-vous qui rapproche les employeurs aux employés. Ce soir, c'est toujours Claude-Stéphane Boitaz à la présentation et j'ai l'honneur de recevoir Karine Moutali. Bonsoir Karine. Bonsoir Claude-Stéphane. Un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Vous êtes animatrice culturelle de formation, vous êtes journaliste présentatrice et vous êtes directrice des opérations chez UFM. Ce serait vraiment primordial pour nous de discuter emploi, employabilité sur ces plateaux ce soir. Merci beaucoup de me recevoir, Claude-Stéphane. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être ensemble, mais être dans l'autre camp, ça m'arrive pas souvent. J'espère que je vais m'en sortir. Ce sont des cas rares, alors la rareté, c'est vraiment de la richesse également. Alors ce soir, comme vous l'avez un peu compris, nous allons parler employabilité dans le secteur privé. Alors, Karine Moutali, qui est déjà dans le secteur privé, va essayer de nous partager son expérience dans le milieu. Et quant à ça, je remercie donc l'équipe qui nous accompagne ce soir, Jean-Paul Corrèze à la mise en ligne et Jacques Nzinga à la mise en onde. On va pas faire de transition en tout cas. Ce soir, on parle employabilité, mais beaucoup d'auditeurs et d'internautes peuvent se poser de questions. C'est quoi l'employabilité? Karine Moutali, est-ce que vous pouvez faire comprendre à certains c'est quoi ce qu'on peut appeler par employabilité? Merci pour la question, Claude-Stéphane. Alors, l'employabilité, c'est simplement cette capacité qu'on a d'évoluer de façon tout à fait autonome à l'intérieur du marché de l'emploi. Donc, c'est cette capacité qu'on a d'acquérir, mais aussi de conserver des compétences qui nous permet justement d'évoluer d'un secteur à un autre ou même dans notre propre secteur. Donc, une manière à nous d'avoir une valeur ajoutée qui nous permet d'évoluer justement dans ce marché de l'emploi ou dans ce marché du travail. Alors ça dépend aussi de connaissances. Il faudrait qu'on ait des connaissances, il faut qu'on ait des qualifications, il faudrait se réinventer. Cette capacité qu'on a de se réinventer de façon tout à fait individuelle, c'est ça qu'on appelle justement l'employabilité. Merci beaucoup, c'est vraiment clair et je crois que nos auditeurs comprennent. Est-ce que c'est donc la capacité de se réinventer. Est-ce que cette capacité existe réellement dans le secteur du travail en RDC? Bien évidemment, puisqu'on est en train de parler du secteur privé, aujourd'hui ça existe parce que c'est comme on l'a dit, c'est acquérir des connaissances, mais aussi conserver ces connaissances-là de manière aussi à savoir comment le présenter auprès d'un employeur. Et ça, dans les secteurs privés, ça compte. Aujourd'hui, il y a des formations, il y a des gens qui rajoutent des formations sur formation. On se limite plus aujourd'hui à avoir justement un diplôme, on est licencié en ceci, on est licencié en cela. On ajoute des DS, et il y a des gens qui rajoutent, etc. Donc, ce sont ces formations-là qui font qu'on ait justement ces compétences qu'on acquiert, des compétences qu'on n'avait pas, qui fait cette valeur ajoutée. Et ça, c'est très présent dans le domaine privé en République démocratique du Congo. Mais une fois de plus, ça dépend aussi des secteurs. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il est important de se renouveler très souvent. Et il y a des secteurs où, voilà, ce sont des métiers, c'est comme ça. Par exemple, c'est la mécanique. On sait que boulon A va dans boulon B, bien qu'on peut aussi avoir des formations pour aller dans un autre compartiment de la réparation, par exemple. Mais on va dire quand même que l'employabilité en secteur privé en République démocratique du Congo, ça existe d'ailleurs plus que dans les secteurs publics, on va le dire. Aujourd'hui, je ne dis pas ça pour lancer une pierre à l'État, mais aujourd'hui, les gens se sentent à l'aise dans le domaine public et on voit les gens ne pas se renouveler. On a des exemples dans les universités, entre guillemets, qu'on appelle des universités de l'État, publiques. Donc, on a des témoignages comme quoi... je sais, tu es étudiant, tu sais qu'on dit « Ah, mais ce syllabus-là, mais il y avait une faute là-bas, page 12, etc. etc. Et cette erreur est là des années et des années. Ça veut dire que
On se recycle pas. On se forme pas. On est à l'aise parce qu'on a un matricule. Mais la compétitivité est très importante dans le domaine privé. Donc, du coup, l'employabilité est très importante et doit et existe. C'est déjà profond. Il y a aussi beaucoup d'éléments là-dessus dans cette intervention. Mais également, les gens doivent savoir. Bien sûr qu'on parle de l'employabilité et c'est défini. Les gens ont sûrement compris, mais il y a deux mots qui reviennent. On parle du secteur privé, mais également du secteur public. D'accord. Mais c'est l'employabilité dans le secteur privé. Alors, c'est quoi les secteurs privés? Est-ce que les gens peuvent comprendre clairement, de mots précis, c'est qu'est le secteur privé? Alors, c'est simple, le secteur privé, on va le dire, c'est seulement la partie d'une économie où l'État n'intervient pas ou intervient très peu. Très peu, okay. C'est ça justement à l'opposition avec ce qui est public. Ça veut dire que le secteur public, l'État dirige, l'État pose des vétos, l'État donne la conduite. Donc tout dépend de l'État absolument. Ce qui est différent du secteur privé où il y a des chartes qui régissent des entreprises privées qui n'ont rien à voir avec l'État, okay. Bien que l'État étant le garant, on va dire, de tout ce qui est emploi et autres, peut avoir un regard là-dessus s'il y a des choses qui dérapent. Mais en tout cas, dans ce qui concerne le secteur privé, c'est cette partie de l'économie où l'État n'intervient pas ou très peu. Comme on est là, UFM, c'est une entreprise privée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau de UFM n'a rien à voir avec l'État. Comment on va payer les barèmes des salaires, par exemple. La gestion. Voilà, la gestion, comment on engage, qui on engage, quels sont les critères d'engagement, etc., etc. L'État n'intervient pas. Il intervient peut-être parce qu'il va intervenir au moment où, puisque la fréquence, c'est l'État qui les donne, puisque c'est une radio, c'est la fréquence qui les donne, c'est là où l'État intervient. Mais sinon, dans la gestion au quotidien, on va le dire, dans un secteur privé, l'État n'a pas son mot à dire. Donc, dans les secteurs privés, c'est là où l'État n'intervient pas ou peu. Mais avant, il y a quelques instants, vous avez justement dit que la compétitivité est encore plus rude dans les secteurs privés que dans les secteurs publics. Qu'est-ce qui justifie cela ? Bon, ce qu'on va dire que généralement, étant donné que dans les secteurs privés, l'État ne pose pas son veto, l'État n'intervient pas dans la gestion, dans l'octroi des emplois, etc., etc., ce qui fait que les employeurs ont le droit de faire telle ou telle autre chose. Mais dans le secteur public, c'est-à-dire que les choses sont établies. C'est comme ça que ça doit être. C'est l'État qui a établi cela. Donc la compétitivité doit exister, mais simplement, en parlant de la République démocratique du Congo, on se repose sur ce laurier parce qu'on a un matricule. Ça veut dire que même si on n'a pas cette compétitivité-là, très souvent, quand quelqu'un est sur une chaise, c'est vrai que voilà, c'est public, c'est injectable, on peut aussi injecté, ça devient beaucoup plus d'ailleurs politique, mais on sait que dans un secteur privé, quand quelqu'un est engagé et que cette personne a déjà un numéro matricule, mais c'est à vie. Il suffit, pour qu'il soit plus là, il doit mourir. Par exemple. Mais c'est pas ça dans le secteur privé. Dans le secteur privé, la compétitivité est là parce que on a besoin de renouvellement, on a besoin de plus, on a besoin de capacité pour faire mieux qu'eux. Parce que il y a des concurrences dans les secteurs privés, comme par exemple une radio, il y en a beaucoup. Il y a par exemple des entreprises, des brasseries, il y en a. Donc on a besoin de gens qui peuvent tout le temps ramener de la nouveauté. Et quand il n'y a pas ça, et ça c'est un danger pour la personne. Et donc, dans ces mêmes contextes, puisque nous parlons de l'employabilité, est-ce que le secteur privé constitue quand même une menace pour les secteurs publics ? Oh, mais pas du tout, parce que je crois qu'il y a des lois qui régissent les ouvertures des entreprises privées et aussi circoncis, c'est que les entreprises privées doivent faire ou doivent aller, et aussi circonscrit, c'est que les entreprises publiques doivent faire. Donc, les deux peuvent coexister sans problème, il n'y a aucun. Justement, ça devient un danger plutôt, j'allais dire, quand les secteurs publics ne se renouvellent pas, justement, ne rajoute pas, n'émet pas de valeur ajoutée, ne se met pas à jour. Tout le monde essaye d'aller dans les secteurs privés, surtout en termes de salaire, de rémunération, des avantages, etc. Mais normalement, le secteur privé ne devrait pas être un danger pour le secteur public. Alors, donc, l'employabilité, c'est aussi la réinvention de l'employeur, mais pour qu'il y ait... De l'employé. De l'employé, plutôt. Donc, pour qu'il y ait cette réinvention, il faut qu'il y ait alors un financement, il faut qu'il y ait
bons entrepreneurs. Est-ce que dans le pays, on peut dire que le secteur privé regorge quand même ses potentiels? Des entrepreneurs. Oui, entrepreneurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, la République démocratique du Congo commence à avoir des entrepreneurs, j'allais dire. De plus en plus, on a des startups qui se créent. Ce sont des entrepreneurs. Mais je pense que l'entrepreneuriat doit se faire à bon escient. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un besoin. Il faudrait créer des entreprises par rapport à un besoin et non faire comme les autres. Quand les entreprises seront créées par rapport à un besoin, c'est en ce moment-là que le secteur de l'entrepreneuriat aura toute sa place. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs dans le pays et que le secteur privé est en train de prendre de l'ampleur et du coup, l'employabilité aussi a sa place. Parce que qu'est-ce qui donne envie de se réinventer ou de rajouter de compétences? Mais c'est en regardant chez l'autre. Qu'est-ce qui s'est fait chez l'autre? Qu'est-ce qui ne se fait pas chez moi? Comment je pourrais faire? Parce que qu'on se le dise ou non, on est dans un secteur où il faudrait qu'on gagne. On est des entreprises commerciales, etc., etc. Il faudrait qu'on gagne. Alors, on fait en sorte de voir ce qui se passe chez l'autre de manière à ce que moi, je recrute ou que je forme même. On peut former, justement, des gens qui pourront faire en sorte qu'on soit beaucoup plus compétitif, qu'on soit classé un peu plus haut que l'autre pour que nous, on gagne plus. Donc, l'employabilité, une fois de plus, dans le secteur privé, existe et est bien là et en train de prendre son envol, on va le dire. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont compris ça. C'est pas pour rien que même des entreprises privées ont aujourd'hui des départements REC qui n'existaient pas. Hein, c'est responsabilité sociétale des entreprises parce qu'ils ont compris que le social de cet employé, si son social est très bien, ça ferait de lui quand même quelqu'un qui aura beaucoup plus de compétences, qui aura beaucoup plus de temps, qui aura beaucoup plus de facilité et d'énergie de rajouter les compétences qui, d'ailleurs, ça sera win-win, ça sera gagnant-gagnant parce que c'est pour moi, mais en même temps pour l'entreprise. Alors dans tout ça, on est en train de comprendre que les secteurs privés en RDC est quand même plus innovant que les secteurs publics. Est-ce que le secteur public a l'obligation de se servir de cette réinvention, de cette mobilité transformationnelle du secteur privé pour essayer également de suivre? Mais oui, évidemment, c'est tout à fait. Parce que la transformation, ça doit se faire à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau du privé. D'ailleurs, dans les secteurs publics, on en a besoin. Puisque, allez, je veux prendre un exemple assez banal. Si on regarde bien, le secteur privé est censé être le père. Oui. Et le secteur privé est censé être le fils. Donc, on suit un exemple. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'équilibre est un peu rompu ou la pyramide a un peu changé. C'est vrai que les entreprises publiques peuvent tirer aussi des entreprises privées. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je pense à mon humble avis que les entreprises publiques devraient vraiment, vraiment tirer beaucoup de choses des entreprises privées. Surtout en termes de renouvellement, en termes de compétences, en termes de formation, de rigueur. Parce qu'aujourd'hui, dans nos entreprises publiques, il faut qu'on se le dise, il y a de moins en moins de rigueur. Et ça date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont, qui sont rémunérés aujourd'hui dans les entreprises publiques, pas parce qu'ils font 8 heures de travail, mais parce qu'ils font 8 heures au travail. Ce qui n'est pas admissible dans une entreprise privée. Je pense que l'entreprise publique a quelque chose à tirer, sans honte en tout cas, sans honte aucune. C'est pour justement seulement remonter l'économie du pays, tirer aussi quelques exemples du secteur privé. Alors donc c'est permis et c'est logique, c'est loyal, mais qu'est-ce qui favorise cette réinvention? Qu'est-ce qu'il y a dans les secteurs privés qui permet justement, quels sont les mécanismes, bien sûr, qui permettent ces renforcements des capacités, ces développements de l'employabilité? Alors, dans le secteur privé, ce qui favorise ce développement, c'est le besoin d'exceller.
c'est le besoin de faire mieux, c'est le besoin d'attirer parce qu'il y a une certaine concurrence qu'il n'y a pas forcément dans les entreprises publiques. Une entreprise publique, et là, c'est une entreprise, comme nous on aime bien le dire, c'est l'État qui dirige, c'est l'État qui injecte peut-être des fonds, etc., etc. Mais c'est pas la même chose avec les entreprises privées. Ça veut dire que dans les entreprises privées, pour que ça roule, pour que les chiffres d'affaires augmentent, ce sont les individus, les humains qui sont à l'intérieur, qui doivent être capables de travailler, d'innover, de se renouveler de manière pour que ces chiffres d'affaires, justement, augmentent. Donc, ce qui fait que dans le secteur privé, on demande beaucoup plus qu'on demande dans les entreprises publiques, je pense. Alors, ce qui fait que ça se développe, c'est justement cette envie-là d'exceller, d'aller de l'avant, de faire mieux, de toujours faire mieux et d'être simplement numéro 1, je pense. Parce qu'on les entend dans les slogans, que ce soit surtout dans les entreprises de communication, leader dans le monde, premier. C'est une certaine liberté d'agir, de gérer, parce que là, on n'est pas sous tutelle de l'État aussi. Justement, parce que l'État n'intervient pas à 100% ou très peu ou pas du tout dans ces entreprises privées. C'est ce qui fait qu'il y ait ce développement, parce que ces entreprises ont une ligne de conduite à eux qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas étouffée par des lois de l'État, ce qui est tout à fait différent avec les entreprises publiques. Quoique, même ce que fait les entreprises privées, l'État, on va le dire comme ça, a un œil, parce que on peut se donner une ligne de conduite. Par exemple, prenons une entreprise de production. Il faut penser aux êtres humains, mais quand c'est une entreprise privée, comme l'État n'entre pas, on se dit, voilà, c'est mon entreprise et moi, les gens qui font la production ici doivent travailler 12 heures du temps. Ce qui n'est pas logique, parce que l'État a fixé les heures. Ça, l'État intervient. Tu vois, là où l'État intervient un tout petit peu, il y a des heures de travail qui sont fixées. Si vous allez au-delà, il y a des primes, mais il y a aussi une limite dans ces au-delà-là. Donc, je crois que c'est par rapport à ça que les entreprises, c'est vrai qu'ils ont une liberté, mais la liberté, elle n'est pas tout à fait totale, parce que l'État reste à la main mise quand même, quelque part, on va le dire. Pas à 100% comme dans les entreprises publiques, mais il est encore maître du jeu, on va dire un tout petit peu. Parce qu'il peut décider de fermer une entreprise parce que les normes ne sont pas respectées, les lois ne sont pas respectées, les employés ne sont pas rémunérés comme il faut, les employés n'ont pas de sécurité sociale, les employés travaillent plus qu'il n'en faut. Si ça leur arrive, s'il y a des plaintes là-dessus, eh bien, ils viendront justement faire un petit contrôle, je pense. Enrichissante en tout cas cette discussion avec Karine Moutali. Alors, tu l'as soulevé à un moment qu'il faudrait qu'il y ait coexistence entre le secteur public et les secteurs privés. Mais aujourd'hui, on ne doit pas se les cacher que les secteurs privés gardent une certaine avance dans le contexte d'employabilité. Mais toujours dans ces mêmes contextes d'employabilité, est-ce qu'on peut dire que les secteurs privés a besoin du secteur public pour émerger, pour continuer à bien évoluer? Bon, pour émerger, je ne sais pas trop, mais pour évoluer, pour avancer, pour se développer, bien évidemment, ils doivent coexister. C'est pourquoi on parle de coexistence. C'est par exemple, on va prendre l'exemple, toi, tu es là, tu es journaliste, tu es devant un micro, Jacques est de l'autre côté en train de faire le son, et Jean-Paul aussi. Donc, pour que toi, tu fasses ton travail correctement, tu as aussi besoin qu'eux, ils existent. Donc, si eux, ils n'existent pas, tu ne pourras pas faire les 3 tâches en même temps toi-même. Même si, bon, parfois, il y a des animateurs, producteurs, mais tu ne vas pas tenir la caméra, etc. Donc, bref, pour revenir dans le secteur public, il y a justement des entreprises qui... L'État n'a donné le droit d'exister ou d'exister dans ce secteur que dans le public. Et les privés, on a besoin. Par exemple, on va prendre les douanes. On va prendre les douanes, c'est une entreprise publique. Mais les entreprises privées ont besoin des douaniers des choses. Ils ont besoin de faire venir du matériel. Donc, ils doivent coexister. Parce que justement, la loi a prévu les choses comme ça. En ce qui concerne les contrôles, il y a OCC, etc. Il y a des entreprises qui vont rester publiques, qu'on le veuille ou non, et les entreprises privées en ont besoin. Donc, ils doivent coexister. Merci. Alors, comment on peut évaluer donc, la qualité des employés et cette employabilité? Comment on peut réussir à l'évaluer pour dire que voilà, tel vraiment restait dans la bonne mesure, celui-ci non? Et comment est-ce qu'on peut procéder à cela?
Alors, pour évaluer, d'abord, premièrement, l'évaluation n'est pas obligatoire. C'est pas, de manière générale, l'évaluation n'est pas obligatoire, mais c'est quand même un outil nécessaire. Voilà. On peut ou n'est pas évaluer, mais si on veut avancer, si on veut se réinventer justement, si on veut faire grandir son entreprise, surtout dans ce secteur privé, il est nécessaire d'avoir justement d'évaluer, parce que c'est une stratégie qui vous permet de revoir les choses, de revoir, de savoir s'il faut changer le fusil de l'épaule, c'est important. Et donc l'évaluation, ça se calcule, si je peux le dire comme ça, par rapport, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Premièrement, on peut parler du sens de l'écoute. Alors, on va savoir si on va tester par rapport à ce qui se passe en milieu de travail, comment cet employé est vis-à-vis des autres. Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il écoute les autres? Est-ce que quand il est dans une équipe, il laisse la place aux autres aussi de parler, de placer leur opinion? Peut-être que leur idée est meilleure. Donc c'est ce sens-là d'écoute qui fait partie des stratégies d'évaluation, mais il y a aussi le sens de communication. Est-ce qu'il communique? Est-ce que quand un dossier tombe sur lui, par exemple, quelle est sa rapidité à partager l'information? Quelle est sa rapidité à partager la communication à qui de droit? Peut-être que c'est pas son dossier, peut-être que c'est pas son secteur, mais ça lui arrive peut-être par erreur, etc. Tout ça, on évalue ça, donc le sens de communication, mais il y a aussi la capacité de résoudre des problèmes. Alors, comment il résout les problèmes qui lui arrivent, qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas, c'était pas dans l'ordre du jour, par exemple. Quelle est sa capacité justement à résoudre ce problème-là, mais aussi quelle est la capacité que quelqu'un a de développer, par exemple, une équipe. On te donne une équipe de 2 ou 3 personnes. Comment tu diriges cette équipe-là? Comment tu fais développer? Et tu peux ou ne pas être le dirigeant de l'équipe, mais tu es peut-être quelqu'un qui a la possibilité d'influencer les autres, on va le dire. Donc, la possibilité ou la capacité de développer le développement d'une équipe, le sens de répartition de tâches aussi, voilà. Je peux ou ne pas être le dirigeant. Voilà. Je peux ou ne pas être dirigeant, mais on a par exemple une émission, je prends l'émission puisqu'on est ici, voilà, Stéphie, allez, fais par exemple le radio-trottoir, je pose des questions, toi tu vas faire la caméra. Tu dispatches des tâches pour que le travail soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile à réaliser. Ça fait partie aussi des indicateurs, en tout cas en ce qui concerne l'évaluation. Il y a aussi l'exemplarité. C'est très important. Comment tu évolues, comment tu te comportes au sein d'une équipe, au sein de l'entreprise, avec ceux de d'autres départements. Et ça dépend aussi de sortes d'entreprises qu'on a. Plus l'entreprise est petite, ce sont des choses faciles à voir, mais plus l'entreprise est aussi énorme et grande, c'est quand même aussi assez difficile à voir, mais ça fait partie quand même de pistes d'évaluation. Donc l'exemplarité, la détermination, il y a par exemple le niveau de confiance, ça c'est beaucoup plus pour les cadres, niveau de confiance que tu as à inspirer les autres. Donc ça fait partie, il y a en tout cas beaucoup de... Et puis la capacité de justement de rajouter une valeur, c'est-à-dire de se former. Est-ce qu'il faut attendre seulement qu'il y ait une formation organisée par l'entreprise? Ces genres de choses, savoir prendre le devant, tout ça, ça fait partie d'évaluation d'un employé. Voilà, puisque tu venais de parler de formation. Alors c'est vraiment un point, je ne sais pas, on aimerait vraiment avoir un partage d'expérience par rapport à cela. Est-ce que la formation est la clé pour l'employabilité dans une entreprise? Est-ce qu'une entreprise qui gère son personnel, mais qui ne procède pas par la formation, peut dire que elle est dans une bonne employabilité? C'est vrai que la formation reste quand même, pas quand même, la formation reste la clé. Justement, si on veut être compétitive, on veut avoir aussi, c'est de là que part justement, c'est là qu'on parle de renforcement de capacité. C'est là qu'on parle de ressources humaines, de capacité à rendre plus compétitifs les employés que vous avez. La formation reste très, très importante et ce qui fait que cette entreprise puisse avancer. C'est vrai que sans formation, l'entreprise est là, va
exister, va faire des choses qu'il a l'habitude de faire, mais va le faire de la même manière que toujours. Donc, il n'y aura pas trop de changements, il n'y aura pas trop d'avancées, mais la formation reste quand même capitale et reste la clé pour une employabilité qui est gagnant. C'est vrai que quand j'ai la formation, c'est pour moi, mais pour l'instant, c'est pour l'entreprise. Ça fait gagner l'entreprise qui m'emploie aussi. Je pense que les entreprises devront vraiment, vraiment investir dans la formation des employés, la formation, en tout cas des formations assez fréquentes. C'est vrai qu'on peut être dans une entreprise privée, mais si on paye, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des secteurs publics, il y a des entreprises qui garantissent la sécurité des employés, que ça soit dans le domaine privé, que ça soit dans le domaine public. Je crois que c'est l'INPP. Un employé, hormis son salaire, d'ailleurs c'est tiré de son salaire, si je ne me trompe pas, je ne maîtrise pas très bien, paye des taxes, je crois, des redevances ou taxes, je ne sais plus, au niveau de l'INPP, et a le droit d'avoir des formations. C'est-à-dire à sa demande aussi. Il ne faudrait pas seulement que ça vienne de l'employé. À ta demande aussi, tu dis, voilà, j'aimerais me développer, me former davantage dans un secteur comme ça. Il y a une formation à l'INPP, par exemple, en ce moment. Je vais y aller et tout ça. L'entreprise a le droit de te donner la possibilité d'y aller. Oui. Alors, hormis ça, l'entreprise aussi peut créer des formations de temps en temps pour justement renouveler, recycler ses employés. Merci beaucoup. Et toujours dans ces cadres-là, donc on comprend que la formation, elle est vraiment importante pour les entreprises. Mais on peut également, est-ce qu'on peut parler d'autres stratégies que peut utiliser une entreprise pour essayer de recycler ses membres, essayer de développer au fait l'employabilité du personnel. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies en dehors de la formation? Peut-être qu'on peut avoir des difficultés financières pour financer des formations, ou peut-être qu'on n'a pas assez de temps peut-être par rapport aux démarches de l'entreprise, aux services, aux tâches que l'employé doit remplir, et l'envoyer en formation, c'est encore un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies en dehors de cela? Mais je pense que dans une entreprise sérieuse, dans les objectifs de l'année, de l'année, on prévoit justement un temps pour la formation qui entre dans les heures de travail. C'est pas en dehors du travail. C'est-à-dire que pendant cette période de 2 semaines, c'est déjà programmé comme ça que si l'employé travaille 8 heures, l'employé va travailler pendant 6 heures, et les 2 autres heures, c'est la formation. Ça fait partie de l'emploi, de son emploi, de ses tâches, de ses fonctions. Ça doit faire partir de comme ça. Mais alors, une autre manière d'avoir cette employabilité, ça peut être personnel, comme je l'ai dit, avoir envie de se former soi-même. Il y a des gens qui peuvent aussi demander à l'entreprise, si c'est pour le bien de l'entreprise, ça peut aussi aider l'entreprise, même si l'entreprise ne va pas sortir un rond pour t'envoyer dans cette formation, mais te donne le temps, te permet, te dispense, on va dire, mais sans pour autant te priver, par exemple, ton salaire, si c'est à leur avantage aussi d'aller te former autrement. Il y a aussi ce système d'émulation qu'on faisait même à l'école et tout ça. Il y a des entreprises qui fonctionnent en termes de récompense. On voit des entreprises qui, chaque mois, le mois de l'employé de l'année, etc., etc., on connaît les critères. Chaque entreprise a ses critères pour que tu sois employé de l'année. Si c'est une entreprise où on vend des services, tu auras vendu autant ton target, tu l'auras atteint ou même explosé, etc., etc. C'est aussi ces genres de choses qui peuvent aider une entreprise ou une personne à acquérir cette employabilité. Tellement enrichissant, je ne cesse de le rappeler. Ce soir, nous parlons employabilité dans le secteur privé, et aujourd'hui, c'est donc Karine Moutaili qui nous aide avec son expérience et nous partage ses idées. On avance petit à petit vers la fin de cette émission qui n'a que 45 minutes. Vraiment pas assez grand pour discuter emploi, pour discuter ce qui concerne les travails, parce que les travails, c'est assez vaste. Exactement. Et encore, il y a une question. Cette question concerne un peu plus les techniques, au fait. Les techniques que les employés doivent mettre en place pour se développer soi-même, indépendamment de la volonté de l'entreprise, ou indépendamment du programme, du projet annuel de l'entreprise par rapport à tout ce que l'entreprise prévoit pour leur développement.
Alors, pour son développement personnel, comme on l'a dit, déjà, l'employabilité, c'est un développement personnel. C'est une capacité, comme on l'a dit, c'est une capacité que l'on a d'évoluer de façon tout à fait autonome. Donc, c'est l'envie, c'est le besoin, c'est le désir, c'est la vision que chacun a par rapport à sa carrière, par rapport à sa profession. Quelqu'un d'autre peut avoir aujourd'hui, je suis là, mais il a les ambitions de plutôt changer de secteur peut-être un autre jour. Alors, ça vous rend un peu plus compétitif, ça vous fait une valeur ajoutée si vous vous formez de manière personnelle, selon vos désirs, selon vos envies et votre vision. Mais est-ce que la clé, au fait, pour se développer, c'est le financement, c'est l'argent? Est-ce que dans des entreprises privées qui sont vraiment dans le PME ou bien qui ne sont pas assez émergents, qui ne sont pas de grandes entreprises, vraiment des startups, est-ce que sans financement, on peut parler également d'employabilité? Alors, c'est vrai que pour acquérir cette employabilité, il faudrait des financements, puisque quand on va dans ces formations, ce sont des formations qui coûtent de l'argent, mais je pense pas que c'est toutes les formations qui vont coûter les yeux de la tête. Je pense que aussi, comme je l'ai dit, c'est l'ambition personnelle qui peut t'aider, puisqu'on est déjà dans un secteur où on travaille, on parle d'un employé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de travailler. C'est quelqu'un qui gagne quelque chose. Alors, s'il veut gagner peut-être au-delà de ce qu'il gagne par rapport à ce qu'il a comme formation en ce moment-là, il doit savoir se sacrifier justement pour ajouter des formations qui peuvent faire en sorte qu'il change peut-être des postes, etc., etc. C'est justement pour ça, quand on a parlé tout à l'heure de l'évaluation, c'est important aussi parce que ça permet à la direction de voir, de peut-être octroyer autrement les rémunérations, peut-être rediriger un employé dans un autre secteur. C'est en regardant tout ça, on voit qu'il excelle beaucoup dans ceci. Il est très, très fort dans cela. Donc, on peut peut-être le mettre dans un autre département où il peut gagner beaucoup plus. On peut aussi, même dans le département où il est, en évaluant, en voyant tout ce qu'il a à faire, il mérite qu'on revoie sa rémunération. Donc, c'est important, tout cela. Alors, les formations, il y a des petites formations qui ne coûtent pas énorme. Il suffit seulement d'être à l'afflux de ces formations qui sont faites à gauche et à droite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. Je suis désolée, peut-être, parce que je suis dans la boîte. Il y a Sodeïco, par exemple. Il y a Sodeïco Academy qui est là. Il y a Sodeïco Academy qui propose des formations selon les besoins. Donc, ça peut être aussi une entreprise qui ne sait pas comment faire évoluer ses employés, dit voilà, moi je veux faire évoluer mes employés dans tel ou tel domaine et tout, j'ai besoin d'une formation. Par exemple, Sodeïco peut venir et dire voilà, une semaine de formation dans tel domaine. C'est ça aussi le renforcement de capacité. C'est pas seulement vous-même faire la formation, mais aller aussi vers des entreprises qui sont spécifiques dans cela. Comme par exemple, je l'ai dit, Sodeïco Academy. Alors, une entreprise peut prendre ça en charge. Une autre entreprise peut se dire, voilà, la formation, ça ne sera pas seulement pour nous, mais c'est pour vous. Vous partez avec, ça va être tiré de votre salaire. Si quelqu'un veut faire partie de la formation, il accepte qu'on le prenne. Donc, il y a beaucoup de mécanismes comme ça et que la formation, c'est pas seulement aller en dehors du pays, prendre un avion. Il y a beaucoup de formations qui se font ici. Je l'ai donné comme exemple ce Sodeïco Academy, qui a des formations presque dans tous les domaines selon le besoin. Il y a des formations que lui-même, il programme et il lance les appels. Ceux qui veulent se former viennent. Il y a même des formations pour des jeunes qui parfois coûtent, c'est vrai que ça peut être beaucoup, mais pour quelqu'un qui veut se développer, être compétitif dans le secteur de l'emploi, avoir justement cette employabilité-là, cette capacité d'évoluer, peut venir un jeune, oui, voilà, j'ai pas encore de travail, mais j'aspire à ça. Ça peut venir une formation de $20, ça existe. Mais toi, tu as la connaissance, tu as un brevet et tout, c'est une valeur ajoutée dans ton CV. C'est un plus pour toi. Même si tu n'as pas encore de travail, mais tu as cette formation-là qui peut t'aider justement à entrer dans ce domaine-là, dans le secteur, dans le marché de l'emploi, j'allais dire. Et puisque tu évoquais encore une fois de plus l'évaluation dans les entreprises, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le bilan de compétences est vraiment la
clé dans l'employabilité au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'appeler ces sociétés qui sont des experts dans le bilan de compétences, essayer de réévaluer chaque membre pour savoir dans quelle activité il est plus fort, dans quelle activité il a des faiblesses, qu'est-ce qu'il peut faire, dans quel secteur il a évolué pendant cette année. Malheureusement, on voit que dans plusieurs entreprises, ici au Congo particulièrement, cela ne se fait pas. Est-ce que le bilan de compétences est quand même aussi un élément majeur pour permettre à ces secteurs de grandir? Pas quand même. C'est un facteur important. C'est un facteur nécessaire que de faire ces bilans-là, autrement dit, cette évaluation-là. Ça peut être fait justement par vous-même au sein de l'entreprise, mais une fois de plus, ça dépend des secteurs dans lesquels l'entreprise évolue. Voilà. On peut faire appel à d'autres experts pour venir voir exactement comment ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qui n'est pas à sa place, etc., pour faire développer l'entreprise. C'est très important de le faire. Mais une fois de plus, comme on le dit, ça dépend d'une entreprise à une autre, sa capacité, son chiffre d'affaires, sa taille, justement. Parfois, on n'a pas les moyens de faire l'appel à des experts vraiment dans ce sens-là, mais on peut, comme je l'ai cité, avec des indices comme l'essence des coûts de communication, etc., essayer de faire cette évaluation-là et justement savoir qui n'est pas à sa place et qui est moins rémunéré, qui peut être beaucoup plus efficace dans un autre secteur de manière à ce qu'on puisse faire évoluer les entreprises. Et je pense que les entreprises doivent faire un effort, surtout dans les secteurs privés, d'avoir tout ça de manière à ce que ils soient rassurés qu'on se développe et qu'on avance et qu'on reste dans la compétition. Et plusieurs personnes ont tendance souvent à rapprocher, à relier au fait les compétences ou bien l'employabilité d'un agent à son CV. Qu'est-ce que vous pensez à cela? Bon, le CV, c'est un indicateur. C'est un indicateur. C'est pas le seul indicateur pour engager quelqu'un, mais c'est un miroir. C'est là où on reprend tout ce qu'on a eu à faire, mais ça ne devrait pas suffire parce qu'on peut écrire tout ce qu'on veut dans un CV. Mais il faudrait, après ce que vous avez écrit, que vous puissiez le faire voir. Il faudrait qu'on puisse le voir. Et je pense que c'est pourquoi dans les recrutements, on ne se limite pas au CV. Il y a justement des interviews, il y a des tests. Tout ça, c'est justement pour être sûr de ce qui est écrit dans le CV. Donc, on ne pourrait pas engager, et je ne pense pas qu'une entreprise sérieuse n'engagerait quelqu'un qu'en se limitant à son CV et point barre. Je sais peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais c'est pas une bonne chose parce que le CV ne renseigne pas à 100% sur les compétences de la personne. Alors, quand on parle de progrès, on a beaucoup loué l'avancée du secteur privé dans son employabilité, mais il y a quand même des difficultés qu'elles doivent rencontrer. Alors, quelles sont les difficultés que rencontrent aujourd'hui les secteurs privés pour développer son personnel? Pour le recrutement, le développement du personnel. Et l'employabilité. Alors, que c'est vie, je suis pas RH, je suis pas RH, mais bon, je vais quand même essayer de répondre à cette question. Mais je pense que la difficulté qu'on rencontre en ce qui concerne le recrutement, c'est dans plusieurs entreprises et dans plusieurs secteurs. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu en ce qui concerne le recrutement. Ça peut être des facteurs tout à fait exogènes, des natures exogènes. Ça ne dépend pas de vous. C'est un déficit démographique, par exemple. Là où votre entreprise est située et les gens qui doivent venir, comment ils vont accéder? Est-ce que c'est facile l'accession? Ça fait qu'on a du mal à avoir des gens qui postulent dans votre entreprise. Tu comprends? Par exemple, voilà, vous êtes Bandundu-ville et que quelqu'un d'autre est à Kinshasa. Comment il va faire pour arriver là-bas? Est-ce que vous allez lui donner une maison là-bas? Voilà, il y a tout ça. Alors les gens parfois se disent non, je peux pas postuler là-bas. Ou même lui-même l'entreprise ne peut pas aller au-delà de Bandundu pour chercher quelqu'un qui a peut-être le profil que lui cherche, vraiment, mais il ne sait pas sortir Clostéphie de Kinshasa pour l'emmener là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. Il faut une maison, il faut. Donc, ça, c'est exogène. Mais en même temps aussi, il y a la dynamique du marché de l'emploi qui aussi fait en sorte que les recrutements puissent être difficiles. Aujourd'hui, comme on a dit,
il faudrait se réinventer, il faudrait rajouter des formations. Aujourd'hui, le diplôme seul ne suffit pas, il faut des formations parce qu'il y a des demandes d'emploi où on exige 5 ans d'expérience à gauche, à droite. Ces 5 ans d'expérience, on ne l'acquiert pas à cause de ce diplôme-là qu'on a fait 5 ans à l'école, c'est parce qu'on a peut-être fait une formation à gauche, on a peut-être travaillé à droite. Tout ça, c'est le marché de l'emploi qui évolue tellement rapidement aujourd'hui, qu'on va le dire, qui fait partie aussi des problèmes qui fait qu'on ait des soucis un peu en termes de recrutement. Mais il y a aussi des facteurs liés à l'offre d'emploi. Les facteurs liés à l'offre d'emploi, c'est exactement comme ce que je viens de dire. Aujourd'hui, un jeune aura vraiment du mal de prendre son courage, postuler quelque part, parce que quand il regarde déjà la description, la description de cette offre d'emploi, il ne se retrouve pas. Je viens de finir mes études il y a 2 ou 3 ans. Je n'ai pas d'expérience. Si on ne me donne pas cette chance-là de venir faire un stage à gauche ou à droite, on me donne pas, voilà. Où est-ce qu'il en aura? Ces 5 ans-là, je ne correspondrai jamais au profil. Alors, il y a de ceux qui osent, qui se disent, voilà, je ne fais pas cas de ce profil-là, j'y vais quand même, je dépose mon CV. Il y a des gens courageux. Mais ça peut aussi être un frein. En même temps. Et aussi, il y a un facteur lié à la demande d'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui ont des problèmes pour avoir des employés parce que aujourd'hui, les jeunes veulent, voilà, les demandes vont dans un autre sens, bureau, administration, secrétariat. On trouve facilement des gens là-bas, mais dans d'autres secteurs, par exemple, techniciens. C'est un problème. Il y a des entreprises qui ont des besoins spécifiques. On cherche technicien en réseau, on cherche technicien en ceci, on cherche chimiste, on cherche biologiste. Ça aussi, ça fait partie des difficultés des recrutements. Alors, je vais aller rapidement. Ce sont là les gros facteurs, en tout cas, qui rendent les recrutements assez difficiles, à mon avis, mais on peut y pallier. Alors, pour pallier à cela, justement, je reviens encore sur Sodeïco, parce que c'est mon exemple. C'est vrai qu'il y a d'autres, il y en a beaucoup, des entreprises de placement. Je reviens sur Sodeïco, des entreprises comme ça, qui sont des entreprises de placement, qui ont une grosse base de données des demandeurs d'emploi. Ça peut être une solution, justement, pour les entreprises privées. Puisqu'il y a de demandeurs, et maintenant, ils peuvent faire ces ponts avec des donneurs d'emploi. Voilà, donc c'est une pépite d'or. Il y a toutes sortes de demandeurs d'emploi là-bas que, voilà, les entreprises peuvent justement aller vers les entreprises spécifiques qui s'occupent des recrutements. Alors, ils peuvent lancer des affaires. Ça peut être l'une, en tout cas, des solutions, surtout si on est dans un domaine bien spécifique. Il y a des domaines qui n'ont pas trop de problèmes parce que, voilà, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. J'ai cité, il y a comme secrétariat, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait informatique. C'est vrai qu'on a viré d'ordinateur, on n'a plus des machines à écrire, etc. C'est un exemple. Je ne dis pas seulement que c'est le secrétariat qui est facile à trouver, mais en tout cas, en termes de travail de bureau, on trouve beaucoup plus de gens, mais on a aussi une difficulté quand on a besoin d'expérience et de qualité. Ça, c'est très important. On peut avoir 1000 CV, mais la qualité est très importante. Alors, du coup, on peut justement déléguer à des entreprises qui ont déjà fait ce travail. C'est-à-dire qui ont déjà évalué des gens, qui ont déjà vu la capacité des gens, qui ont déjà des CV des gens et vous envoyer plus facilement. Ça peut être, en tout cas, en République démocratique du Congo, je ne sais pas pour ailleurs, ça peut être l'une des solutions justement pour pallier à ce problème de difficulté de recrutement. Merci beaucoup, Karine. C'était vraiment important, tout ce que tu venais d'évoquer. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Ce soir, on a parlé de l'employabilité. C'est un problème avec ma langue. Non, mais tu y arrives très bien. L'employabilité dans le secteur privé, il est assez vaste en tout cas. Aujourd'hui, nous avons parlé de ça prochainement. Nous reviendrons avec un nouveau sujet, mais toujours qui concorde avec ce thème mensuel. Merci beaucoup, Karine. Est-ce qu'il y a des remontrances, des conseils à faire par rapport à ce qui concerne l'employabilité? Merci beaucoup d'abord. Merci beaucoup, Clostéphie, d'avoir accepté de me donner le micro pour partager mon expérience. J'espère que ça va aider 1 ou 2 personnes. Si ça aide 2 personnes, c'est déjà bien. Sûrement, bien sûr. Alors, pour l'employabilité, en tout cas, j'aimerais passer le message à tous ceux qui sont dans le marché de l'emploi,
qui veulent entrer dans le marché de l'emploi et même qui y sont déjà, c'est important de se réinventer. C'est important de se dire, je suis une valeur ajoutée. Et donc, n'hésitez pas, s'il y a la possibilité de faire des formations, s'il y a la possibilité d'apprendre. La formation, c'est pas forcément aller vers quelqu'un qui peut te former. Aujourd'hui, on a cet outil magnifique qu'on appelle Internet. On a des ordinateurs. Je suis sûre que Jean-Paul ne dira pas le contraire. Il y a beaucoup de choses qu'il a peut-être appris, qu'il s'est formé soi-même. Oui. Sans pour autant aller quelque part. C'est une manière de se former. Il faudrait qu'on arrête la paresse. Aujourd'hui, beaucoup d'employés attendent que l'employeur décide de faire ceci, décide de faire cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille, mais tu peux avoir envie de changer de secteur demain. Il est important de ne pas cesser de se former si on a envie d'évoluer. Donc, on doit faire de l'employabilité notre cheval de bataille pour être justement quelqu'un d'incontournable dans son domaine demain. Merci beaucoup. Donc, on retient tous ces remontrances. Nous sommes arrivés à la fin, chers internautes, chers auditeurs. On a parlé employabilité. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. On se retrouve encore la semaine prochaine. Nous restons dans les thèmes mensuels qui restent l'employabilité, mais ce sera avec un nouveau sous-thème et avec un nouvel invité qui viendra également partager son expérience. Quant à moi, je vous dis merci pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis de 19h05 la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.